Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Bonjour Joseph Morder, Bonjour, très content de vous accueillir sur Radio Arson. moi-même d'être là avec vous. Apparemment, on s'est loupé en février 2020. Ouais. Vous étiez là à la Villa Arson pour un workshop avec des étudiants. Un workshop qui était autour des décors, c'est ça? Des décors peints? Oui, c'était Kalou Standalian qui m'avait invité pour faire un workshop sur le thème de peinture au cinéma et peinture, je ne me souviens plus exactement de l'ordre. Et donc à partir d'un film que j'ai fait qui s'appelle La Duchesse de Varsovie, qui a été tourné entièrement devant des toiles peintes, un peu comme dans les films de Méliès. Et donc on demandait aux étudiants, à partir d'un thème qu'on leur avait donné, de faire un film sur ce même principe. Et donc pendant plusieurs jours, ça a été un atelier gigantesque parce que les toiles naissaient pratiquement les unes après les autres à une vitesse ahurissante. Moi, j'étais assez stupéfait par la vitesse de production des étudiants et la qualité de leur travail aussi. Il y aurait un making-of sur Vimeo. On tape Joseph Morder, Villa Arson, on trouve ce making-of. Oui, je pense, parce qu'en fait, chaque étudiant ou chaque groupe d'étudiants plutôt, avait fait un film, et il y en avait un, j'avais demandé à ce qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce qu'on appelle le making-of, parce que j'aime bien toujours qu'il y ait une trace du travail en train de se faire, parce qu'on voit comment se réalise ce genre de choses. Et il y a un étudiant qui a fait un film très étonnant, en plus en tournée montée, mais ça fonctionne parfaitement. Et oui, et on voit on voit tous les groupes qui ont participé au workshop. Oui. C'est vrai, je rebondis sur le mot trace. Vous aimez souvent garder une trace de votre passage quelque part. Tout à l'heure, à la bibliothèque, en vous accueillant, vous filmiez déjà les patios. C'est pour faire la transition avant de vous filmer vous et votre camarade. Je fais du tourné-monté aussi dans mon journal. Parce que avant de commencer cette interview, je me disais, en regardant vos films et en lisant des interviews, en regardant des documentaires sur vous, que c'est vrai que vous êtes presque né avec une caméra à la main, parce que vous êtes un serial filmeur, vous filmez tout ce qui bouge. Je filme aussi ce qui ne bouge pas, des fois, mais ça bouge quand même. Oui, enfin bon, je suis né avec un écran, je dirais plutôt, parce qu'en fait, j'ai commencé à filmer à l'âge de 18 ans, mais avant ça, j'allais beaucoup au cinéma. Donc, je filmais avec les yeux, mais sans caméra, quelque part. Et vous avez passé votre jeunesse en Amérique latine, il me semble. Oui. Et vous êtes arrivé quand en France? Je suis arrivé à l'âge de 12 ans et demi. D'accord. Donc, le cinéma, c'était plutôt en France, c'était plutôt à Paris. L'éducation visuelle, le cinéma, les séances de cinéma, les premières séances de cinéma. J'avais déjà commencé en Amérique du Sud très tôt, puisqu'à partir de l'âge de pratiquement de 3-4 ans, ma mère, parce que j'y allais pas tout seul au début, mais après j'y allais seul, m'emmenait au cinéma avec une de ses amies et elle me faisait découvrir tous les films qu'elles aimaient. C'est-à-dire, c'était grosso modo à l'époque, c'était beaucoup les films, parce que c'était la grande majorité de ceux qu'on voyait là-bas, les films américains, les grosses productions hollywoodiennes, et en particulier de gens qui m'avaient beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup marqué, qui sont les comédies musicales et les mélodrames. Et quelques films européens très rares, et aussi des films en langue espagnole, souvent des films mexicains ou espagnols. Mais bon, je voyais ces films-là, et après, je sais pas, à partir de l'âge de 4-5 ans, j'y allais seul. Et il y avait des séances pour enfants qui avaient lieu le dimanche matin, et c'était des doubles programmes toujours. Et tous les films, d'ailleurs, étaient en version originale sous-titrée, ce qui fait que très tôt, j'ai été habitué à voir des films en version originale sous-titrée à un tel point que j'ignorais complètement que les versions doublées existaient. Je les ai découvertes en France. Donc avant d'arriver en France, j'avais déjà vu beaucoup de films. D'ailleurs, la plupart de ces films sont ceux auxquels je me réfère maintenant, qui m'ont beaucoup marqué. Oui. Le thème de l'enfance est très présent dans vos films. Il me semble que là, vous avez parlé de l'amie de votre mère. Est-ce que c'est bien cette femme qu'on voit dans Mémoire d'un juif tropical, allongée, très indépendante, fumant une cigarette, Oui. feuilletant des revues, qui
On a l'impression que pour vous, quand vous étiez petit, c'était la figure de la liberté. Oui, ma mère, en fait, c'était une amitié particulière parce que l'amie de ma mère s'appelait Rosa et elle vit toujours au Texas, hein, elle va avoir plus de 95 ans aujourd'hui. Et en fait, elles s'étaient rencontrées dans les camps de concentration pendant la guerre. Et donc, c'était des amis de déportation. Et il y avait une amitié très forte qui s'était nouée, et toutes les deux s'étaient retrouvées en Amérique latine pour des raisons de mariage, des choses comme ça. Rosa avec son mari, et ma mère avec mon père. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés en Équateur, et elles allaient ensemble au cinéma, donc elles m'emmenaient avec elles. Et pour moi, Rosa était devenue un peu une star, enfin elle est toujours, une sorte de seconde mère, et d'ailleurs elle ressemblait beaucoup, je trouvais, à Liz Taylor quand elle était jeune, très belle. Et donc c'est vrai que et puis elle s'est mariée plusieurs fois, un peu comme Liz Taylor, pas autant de fois, mais quand même 3 fois au minimum. À ma connaissance, donc elle était l'incarnation de cette star hollywoodienne que je voyais à l'écran. Et effectivement, elle est devenue un personnage récurrent de certains de mes films, même dans La Duchesse de Varsovie, qui était projetée hier à Beaulieu-sur-Mer. Le personnage qui est joué par Alexandra Stewart, qui est inspiré un peu par celui de ma mère, parle d'une amie à elle qui s'appelle Eva, comme dans Mémoires d'un Juif tropical, et qui est ce même genre de personnage qui l'accompagne dans son existence. Est-ce que ça fait partie de ces gens qui sont sortis des camps de concentration et qui ont voulu vivre la vie multipliée par 10 après je me rappelle avoir lu Charlotte Delbo, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Et ou ce genre de femmes qui, après avoir vécu cette horreur, voulaient croquer la vie à pleines dents. Absolument. Ouais. Bah d'ailleurs, en fait, ma mère avait d'autres amis qu'on rencontrait dans les camps, et elles avaient à peu près le même âge, c'est-à-dire à la fin de la guerre, elles avaient 17, 18, 19 ans, enfin même pas 20 ans en gros. Et immédiatement, elles se sont toutes mariées, elles ont eu des enfants, un peu, je pense, pour reconstituer une famille disparue. Et je suis un de ces enfants, je suis ce qu'on appelle un enfant du baby-boom, quoi, d'après-guerre. Et oui, donc elle croquait la vie à pleines dents. Alors, dans mon cas personnel, c'était encore plus flagrant, si je peux dire, parce que moi, c'était en Amérique latine, au début des années 50, fin des années 50, début des années 60. Et c'était une époque assez... bon, maintenant, vu avec le recul, bon, c'est aussi l'époque de mon enfance, donc on se réfère toujours à l'époque de son enfance, quelle qu'elle soit. Mais celle de la mienne était vraiment... où l'avenir était radieux, tout était possible. On était dans une après-guerre où il y avait le boom, non seulement le baby-boom, mais aussi le boom économique, le boom culturel. Donc, elles étaient pour moi l'incarnation de cette perfection à venir, de ce côté glamour. Et c'est pour ça, dans tous mes films, il y a un aspect glamour, et surtout les films où je parle de la guerre. On parle boom économique. Et je pense tout de suite à des objets, à des machines à laver, mais aussi des caméras. Oui. Et du coup, quand est-ce que vous avez eu votre première caméra dans les mains? En fait, je l'ai eu, enfin, aujourd'hui, on dirait que c'est presque assez tard, à l'âge de 18 ans. Parce qu'à l'époque, avoir une caméra, c'était quelque chose qui n'était pas accessible à tout le monde. D'ailleurs, c'était plutôt quelque chose qui était dans les mains de ce qu'on appelle la classe moyenne, ou évidemment les gens riches. Et alors, ce qui fait que je n'ai pratiquement pas d'images filmées de moi avant l'âge de 18 ans, à part une exception peut-être, à l'âge de 15 ans, quand on dit de vacances, un moniteur qui était d'ailleurs un futur cinéaste, qui s'appelle Jacques Feinstein, m'avait filmé avec une caméra 16 à lui, mais je crois que c'est la seule fois où j'étais filmé avant l'âge de 18 ans, avant d'avoir ma propre caméra. Donc j'ai beaucoup de photographies de moi enfant, mais je n'ai pas d'images filmées de moi. Et c'est peut-être que c'est cette absence d'images filmées qui fait que... Il y a d'autres raisons aussi, je pense que j'ai une sorte de rattrapage à faire depuis que j'ai commencé à filmer. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de technique? J'ai l'impression que vous adaptez à toutes les techniques à toutes les technologies plutôt de caméra qui arrivent. Par exemple, là, récemment, vous étiez invité pour un festival C'était un colloque. Un colloque. Oui. Oui, c'était un colloque autour des films faits avec un téléphone portable.
Donc, bon, on m'a invité, ce qui m'a fait très plaisir. Et en même temps, bon, ça donne le trac parce que je me retrouve avec des gens très, très calés. Et moi, je suis Qu'un amateur. un amateur et un exécuteur, quoi. Et dans Voilà, amateur, quelqu'un il y qui... a amour. Je l'ai vu dans un film à vous, Exactement, d'ailleurs. bah oui, il y a toujours le mot amour, c'est important pour moi. Et donc, il y a eu beaucoup d'interventions sur les téléphones portables, caméras, et j'ai appris plein de choses. Et j'ai vu aussi des films magnifiques faits beaucoup par des jeunes avec cet outil. Et en même temps, ce genre de colloque, vous filmez, mais ça vous oblige aussi à monter après le film. Et parce que ça me fait penser à une scène dans un petit comment on appelle ça? Une petite capsule, comme on dit maintenant, vidéo d'Arte, où on voit chez vous des boîtes de Kodachrome, des bonnes dizaines de boîtes de Kodachrome dans leur état, ou avec des dates parfois ou pas de dates. C'est-à-dire que les dates, c'est-à-dire que elles ont été finies, mais d'autres sont neuves ou plus ou moins. Enfin, Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est un sujet qui était réalisé par Philippe Truffaut pour le site web d'Arte, qui s'appelle Blow Up. Et j'avais déjà dit depuis des années que j'avais des films non développés, tout simplement parce qu'en 2006, Kodak a arrêté de développer les films, donc, et que j'en ai tourné un certain nombre depuis et que je ne les ai jamais développés. Donc je sais vaguement, quand je marquais une date, c'était la date de finition du tournage. Alors du début, je me souviens plus très bien parce que je n'étais pas très respectueux des dates. Bon, on voit une date, alors c'est soit la fin de la cassette, soit le début du tournage de la cassette. Et dans ces boîtes, alors j'ai des repères par rapport à d'autres films que j'ai en mini-DV, ou aussi un carnet où je note tout ce que je fais, donc je sais que telle date correspond à tel événement, et donc je me dis, dans cette cassette, il y a des images de cet événement-là, mais que je n'ai pas encore vu, parce qu'ils n'ont pas été développés. alors, parmi tous les films très différents que vous avez faits, il y en a un qui m'a... C'est la musique de l'Arbre mort. J'ai beaucoup aimé cette musique, et du coup, je me suis renseigné un peu. C'était Mario Litwin, C'est c'est ça, ça? oui. Quelqu'un qui vient aussi d'Amérique latine. C'est un compositeur argentin, oui. Du coup, comment s'est faite la connexion avec lui? Je crois qu'il connaissait quelqu'un ou des personnes de la production, et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et je lui ai demandé de faire la musique du film, qui est entièrement une musique originale, et il y a une particularité aussi, c'est ce que je fais souvent dans mes films, et c'est l'inverse qui se produit en général avec les films, c'est que je fais composer la musique avant le tournage, parce que le plus souvent, elle arrive après. Et parce que je voulais que sur le tournage, les comédiens entendent cette musique et qu'ils jouent en fonction de ça. Et donc pendant tout le tournage de l'Arbre mort, on avait des enregistrements de la musique de Mario Litwin, qui était entièrement jouée au piano. Et donc, et d'ailleurs, il y a un making-of qui a été fait par quelqu'un qui est en train d'être numérisé, parce qu'il y avait quelqu'un dont le rôle était uniquement de faire le making-of du film. Je sais pas, il y a 12-13 heures de rush. Et constamment, régulièrement, nous, à l'époque, on habitait à Aise, et le soir, en rentrant, se passaient les mélodies du film, donc on les chantonnait. Et donc, quand je tournais, tout le monde savait que cette musique correspondait à cette séquence que nous étions en train de tourner. Et Mario Litwin a fait une musique effectivement très, très inspirée, parce que j'avais donné mes repères, c'est-à-dire une musique qui soit un peu, qui fasse penser aux mélos américains des années 50, c'est-à-dire en gros les films de Douglas Sirk. Et il a créé des mélodies que je trouve très belles, qui jalonnent le film. Douglas Sirk, Written on the Wind, c'est ça? Written C'est on des the Wind. références qu'on entend souvent dans votre bouche. Oui, Written on the Wind, c'est très particulier, parce que c'est non seulement le film, mais c'est surtout l'affiche. Oui, Et avec, d'ailleurs, l'Arbre mort avec l'arbre. le titre du film, l'idée du film vient de l'affiche de Written on the Wind. On voit un arbre qui en réalité n'est pas mort, c'est un arbre qui perd ses feuilles, mais qui est comme mort, parce que les branches sont nues. Et il y a deux personnages par terre, enfin il y a un homme par terre et une femme qui se penche vers lui. Et au-dessus, il y a un couple qui s'embrasse, un peu comme dans Autant n'emporte le vent, c'est-à-dire lui avec elle, en train de s'embrasser ardemment. Et cette affiche, quand je la voyais enfant, et c'est surtout la sonorité du titre en anglais, l'écriture même du titre, Written on the Wind, qui me fascinait, qui me scotche encore.
c'est un sentiment que qui m'a jamais quitté, et j'espère qu'il ne me quittera jamais, parce que peut-être le sens de cette phrase « written on the wind », l'écriture, le vent, enfin, tout ce qui représente un peu peut-être la vie aussi, et même la calligraphie du titre, qui est celle du film lui-même, en plus, dans le générique du début, c'est l'affiche qui m'a le plus marqué. Et une fois, j'étais allé aux États-Unis au début des années 70, ou 80, plutôt 80, et j'étais, je crois, du côté de San Francisco, et j'ai retrouvé une des affiches originales de chez un vendeur. Je l'ai achetée parce que je pouvais l'avoir chez moi. Faites attention aux affiches de vos films. Vous portez un regard un peu pointu là-dessus ou Quand j'ai l'occasion, il y a peu de mes films qui sont sortis. C'est vraiment quand un film sort en salle, qu'évidemment, qu'on conçoit une affiche. Oui, c'est-à-dire qu'en même temps, on me fait des propositions. J'ai pas encore eu la possibilité d'aller très loin dans la trouvaille d'une affiche d'un de mes films. Bon, mais en même temps, il y en a une ou deux que je trouve très très belles, mais c'est quelque chose que... Oui, mais je donne aussi, en même temps, je laisse carte blanche à la personne qui va faire l'affiche. Okay. Par exemple, j'aime beaucoup l'affiche de « J'aimerais partager le printemps avec quelqu'un », qui est un film avec un téléphone portable. Et l'affiche, c'est un téléphone portable de l'époque, de 2007, où on voit juste l'œilleton, le titre, un peu en inscription, comme des lettres d'un ordinateur, et à côté des images, des images du film. Et en fait, l'affiche représente, elle a la même forme, un peu rectangulaire, comme... Aujourd'hui, ça pourrait être un smartphone. Elle représente un téléphone portable avec juste l'œilleton, quoi, l'objectif. Et je trouve que c'est très beau, c'est une très belle idée. C'est une des affiches préférées de mes films. Vous avez beaucoup tourné sur la Côte d'Azur, en particulier à Nice. Vous parliez d'Est à l'heure. Vous en gardez quel souvenir à la fin de Mémoire d'un Juif tropical, il y a Brasserie des Anges, il me semble. Ah oui. J'ai cherché après, bon j'ai pas trouvé où c'était. Ah oui, j'ai pas remarqué. Si, merci bien, à la ville de Beaulieu, merci à Nice. Ah non, ça c'est l'Arbre Mort dont vous parlez. Dans l'Arbre Mort, peut-être dans l'Arbre Mort. Oui, dans l'Arbre Mort, complètement. Parce que Mémoire d'un Juif tropical, c'est que Paris. Donc, oui, mais il y a peut-être une Brasserie des Anges à Paris. Oui, sûrement. Ouais. Mais du coup, j'ai googlisé, c'est pour voir. Ah oui. Et je pense que ça n'existe plus. Il y avait, à la place de Brasserie des Anges, c'était l'endroit où il y a le bâtiment de Michel Marot, la Marina. Ah oui. C'était là alors, je ne sais plus que c'était celle-là où il y avait une statue d'un homme noir qui était comme qui avait quelque chose dans la main. C'était Coursaléa, ça je me souviens. Ah, Coursaléa, d'accord. Mais je me souviens plus du nom du café. Mais cette statue n'était plus là après. Et vous tourniez en studio ou dans la ville? Non, je tournais dans la ville, tout est fait en décor réel. À l'origine, je voulais le tourner en studio. Mais le producteur allemand, parce que c'était une coproduction entre l'ancêtre d'Arte qui s'appelait la 7 et la ZDF qui était la partie allemande d'Arte avant que ce soit Arte, qui est la deuxième chaîne de télévision publique allemande. Le producteur allemand qui m'avait demandé de le tourner en Super 8. Donc j'ai décidé de le changer, de tourner en Super 8, mais de le tourner en Super 8 comme si j'étais dans un studio, c'est-à-dire avec les fonds de la ville, les bâtiments étaient filmés comme un tableau à plat. Il n'y avait pas de profondeur de champ, si vous voulez, les personnages. Comme si les personnages évoluaient devant des toiles peintes qui étaient en réalité des bâtiments réels, quoi. Non, tout était fait. Et Nice est une ville dure à filmer. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle, à part certains aspects ou... Non, tout à l'heure même, en promenant avec Aloust, je disais, mais c'est incroyable le nombre de bâtiments, la beauté des bâtiments ici. Et non, c'est pas une ville dure à filmer, au contraire, il y a l'embarras du choix. Par sa beauté. Oui, il y a des fois des lieux qui sont tellement beaux qu'on ne sait plus quoi faire, mais là, non, c'est chaque bâtiment auquel je peux être sensible peut m'inspirer quelque chose. Je me sens pas écrasé par les bâtiments, ça peut arriver dans certains endroits, mais pas à Nice, non. Avant cette interview, on parlait de Place des Fêtes. Oui, Place des Fêtes, à Paris. Effectivement, oui. Où on disait que la laideur un peu du lieu était remplacée par la beauté des gens, le foisonnement des gens. Voilà, c'est l'intensité de la vie Place des Fêtes qui ont rendu le lieu beau. C'est à tel point que même aujourd'hui,
quand je regarde ces bâtiments que je trouve effectivement laids, enfin, ils ne le sont plus. Ils sont devenus autres, quoi. Vous savez, un bâtiment peut devenir... Moi, par exemple, je suis très marqué par les immeubles où j'ai vécu en Équateur. Et en fait, j'ai passé le reste de ma vie, à Nice, où je reviens constamment, à retrouver des bâtiments qui me fassent penser à ceux où j'ai vécu, qui ne sont pas les plus beaux du monde objectivement parlant, mais qui pour moi peuvent être d'une sublime magnificence, quoi. Et pour la question, est-ce que j'ai beaucoup filmé, souvent des féministes, pas vraiment souvent, par période, disons. Je suis des périodes. Par exemple, pour l'Arbre-Mort, je suis venu peut-être 5-6 fois pour des repérages, pour chercher des lieux, des endroits. Mais donc j'ai quand même visité, j'ai des périodes où j'ai visité intensément la ville. Et puis je suis plus revenu pendant 10-15 ans, puis après je suis revenu. Et depuis quelques années, les diverses circonstances, l'invitation au workshop de la Villa Arson font que je suis revenu tous les 2 ou 3 ans depuis une dizaine d'années. Ce qui pour moi est formidable, quoi. Alors, on pourrait parler un peu de votre côté journal filmé. Et on pourrait dire un peu, en littérature, on parle aussi d'autofiction. Même si en littérature, ce terme correspond à une littérature un peu trash, un peu déballage. Alors que vous êtes beaucoup dans la nostalgie quand même des choses. Je ne crois pas être nostalgique. Je suis... j'aime parler du passé, mais avec un sourire, hein, mais pas avec nostalgie. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de nostalgique. Je suis quelqu'un qui essaie d'être dans le présent et même dans le futur. Pour moi, c'est très important de ne pas me laisser inonder par des moments où je ne dis jamais c'était mieux avant. Jamais. Il y a eu des moments où c'était très beau, très intense. C'était plus la nostalgie de l'enfance à laquelle je pensais. Oui, en même temps, l'enfance... je considère que j'ai une enfance heureuse. En même temps, si je me souviens de mon enfance, j'étais quelqu'un d'extrêmement complexé, pas toujours me sentant bien dans ma peau. Mais malgré ça, je considère que j'ai une enfance heureuse. Vous savez, c'est compliqué des fois. Comment on se souvient de certaines périodes. Alors, moi, je me sens beaucoup mieux maintenant que pendant l'enfance. Bon, la seule chose que je regrette, effectivement, c'est de ne plus avoir l'apparence physique de mes 20 ans, peut-être mes 10 ans, j'en sais rien. Mais en même temps, c'est la vie. Moi, je suis très content de ce que je suis aujourd'hui, parce que c'est la somme de ce qu'on est qui fait qu'on finit par être celui qu'on est. Et aujourd'hui, je me sens plus en phase avec moi-même que quand j'étais enfant, même adolescent, parce qu'il est logique. Parce qu'on pense du temps à se chercher, et puis... mais je comprends ce que vous voulez dire, mais moi, je me sens pas nostalgique du tout. C'est ça, c'est pas un sentiment qui me... Je dis jamais c'était mieux avant, parce que je sais que on se souvient des années 60 aujourd'hui, mais les années 60, c'était dur aussi, hein. Il y avait des choses qui n'existent pas aujourd'hui. On est beaucoup plus confortable techniquement. Là. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas... voilà, donc on a quand même vécu dans une période, mais en même temps, c'est la façon dont on s'en sert qui est peut-être pas satisfaisante, qui me frustre un peu. On est devenu peut-être un peu esclave aussi de tous ces objets, et moi je passe mon temps à essayer de mettre une distance entre ces objets et moi pour ne pas être envahi par eux. Et c'est pour ça que moi je suis beaucoup plus excité par l'époque d'aujourd'hui que celle d'il y a 50 ans. Même s'il avait... En fait, je me souviens des moments agréables, j'ai tendance à oublier les mauvais moments, en fait. J'ai tendance à ça, ce qui est parfois presque un défaut, parce que on peut reproduire les mêmes erreurs, mais j'essaye d'avancer, j'ai encore des doutes, tout ça, et ce qui fait que j'ai encore plein de projets, et je pense qu'il faut avoir des projets dans la vie, jusqu'à la fin de la vie, pratiquement. Donc, non, moi je considère que l'époque d'aujourd'hui est beaucoup plus excitante pour moi que celle que j'ai vécue il y a 50 ans. Alors, je réalise seulement aujourd'hui ce que je ne voyais pas à l'époque, et heureusement, que ce que j'ai vécu dans les années 70, c'était peut-être, en tout cas dans le domaine du cinéma dit expérimental, était l'équivalent de ce qu'il y avait dans les années 20 dans l'avant-garde en cinéma. C'est là où j'ai découvert des films comme les films de Chantal Akerman, de Jonas Mekas, qui sont aujourd'hui des figures incontournables du cinéma tout court même. Et ça, pour ça, par contre, je trouve que j'ai eu énormément de chance. Parce que moi, je me destinais à faire des films plutôt hollywoodiens, des films du commerce. Hein, je voulais faire ça. Je voulais faire 3 longs métrages par an, comme les films de Méliès ou de Sirk à la grande époque.
Et puis, j'étais en train de faire mes petits films en Super 8 parce que j'avais pas les moyens de faire autrement. Et en réalité, ces petits films en Super 8, c'est des gens qui m'ont montré ça, et qui étaient probablement aussi importants, si ce n'était plus important pour ma manière de m'exprimer que si je faisais des films dans le commerce. En fait, si j'avais fait des films commerciaux dans les années 70, j'aurais raté les films d'Ackerman, les films de Mekas, des films d'autres cinéastes, quelqu'un qui s'appelle Théo Hernandez, qui est très important pour moi aussi. Et tout ça fait qu'il y a eu un bouillonnement, il y avait beaucoup de festivals, l'intrusion de tout l'après-mai 68, l'intrusion de tous ces formats légers, le Super 8 à l'époque beaucoup, et la naissance des premiers festivals en Super 8 qui montraient il existait un cinéma différent du cinéma de famille, qui étaient les films militants, les films qu'on pourrait appeler aujourd'hui LGBT, les films féministes, les films régionalistes, etc. Donc c'était un bouillonnement culturel. Et ça, je réalise maintenant, parce que sur le coup, je me disais, mais c'est quoi ce truc moi, je vais faire des films commerciaux, et je me rendais pas compte au début que j'étais en plein dans la vérité de l'époque, quelque part. Et aujourd'hui, je suis très heureux de ça, au contraire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, c'est probablement la même chose, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Vous qui êtes jeune, peut-être que dans 30, 40 ans, vous direz « Ah oui, les années 20, c'était extraordinaire ». Et d'ailleurs, quand les années 20, en 1920, 2020, après le workshop, j'étais très heureux parce que moi, j'avais hâte de voir les années 20 arriver. Parce que pour moi, ça représentait les années 20 du XXe siècle, ce bouillonnement culturel. Et puis ça commence par le Covid. 18 alors. Mais en même temps, le Covid a été le déclencheur de quelque chose. Parce que pendant le Covid, je me suis souvenu qu'à la même époque, il y a 100 ans, il y avait eu la grippe espagnole. Et c'est la même histoire, pratiquement, sous d'autres formes. Et donc, le bouillonnement culturel est venu après. Donc, ce bouillonnement, il existe, il est peut-être en cours, mais on ne le sait pas. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est de relier le passé au présent. Et c'est pour ça que je n'ai qu'un sentiment d'excitation et d'espoir de voir ce qu'il y a dans le futur, et surtout avec des jeunes comme vous, ou des gens de votre génération, ou d'autres. Moi, c'est ça qui m'intéresse. On pourrait peut-être, il me semble, en ayant parcouru la filmographie de votre actrice préférée, de votre actrice fétiche, on va dire, Fétiche, oui. qui s'appelle Françoise Michaud, il me semble. C'est ça, oui. Elle aurait tourné avec Théo Hernandez, il me semble aussi. Ou alors je me trompe. Non, je crois bien, c'est possible. C'est ça, du coup, quand vous avez parlé de Théo Hernandez, ça m'a fait penser à elle. Alors, j'ai l'impression que vous avez vécu et vous vivez encore votre cinéma avec une famille de cinéma dont elle fait partie. Oui, c'est-à-dire qu'avec le temps, mais ça, c'est les choses de la vie, hein, c'est ça qui est formidable, c'est quand vous créez, il y a une amitié qui est née, vous ne saurez que c'est une amitié que bien plus tard. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte au bout de quelques années, un certain nombre d'années, que c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement, ça veut dire que cette personne est sans doute c'est une amitié, quoi, voilà. Et avec le temps, je ne suis pas non plus focalisé sur quelques personnes et pas avec les autres, au contraire. J'ai rencontré récemment un jeune homme qui avait 16 ans à l'époque, qui pour moi est aussi fascinant que les gens que je rencontrais il y a 50 ans qui avaient cet âge-là. Hein. Parce que ce sont des gens qui ont une vision comme ça, large de l'avenir, et qui ont de la curiosité, qui vont vers les autres. Et puis moi aussi, je vais vers ces personnes. D'où le fait que j'adore faire des workshops, des ateliers, parce que c'est pour moi une façon d'être en contact avec les jeunes et aussi de voir les tendances que, voilà, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous intéresse. Et moi, je suis plein de curiosité par rapport à ça. Et effectivement, les amis, effectivement, aujourd'hui, il y a 4-5 personnes, dont Françoise Michaud, Gérard Courant, une ou deux autres personnes qui sont là depuis longtemps, avec qui c'est une véritable amitié. Et puis il y a d'autres personnes, c'est un cercle qui s'élargit en fait, qui a 10, 15, 20 personnes. Mais il y a un cercle, on a chacun un cercle intime où il y a peu de monde, hein, il y a 3 à 4 personnes, disons. Mais après, ça peut s'élargir. Et Françoise Michaud est non seulement une actrice fétiche, mais c'est une amie aussi. Alors, je ne mélange jamais sur le plateau le personnel et le professionnel. Ça, c'est un truc, justement, que j'ai vécu sur le tournage de L'Arbre mort, que je ne veux plus revivre, parce que c'était à la fois fabuleux et insupportable.
C'était un voyage initiatique, mais les voyages initiatiques, on les vit qu'une fois dans sa vie en principe. Mais après, on apprend à séparer les choses. Mais pour apprendre, il faut vivre des expériences, même faire des erreurs, c'est normal. C'est normal, c'est même prévu au programme, si je peux dire. C'est souhaitable. Et alors, il faut arriver à les surmonter. Mais ça fait partie des choses, des choses de la vie, du passage d'un âge à l'autre, d'une époque à l'autre. Et je crois que c'est vachement bien. Donc, l'important, c'est d'avancer chacun à sa façon. J'invite tout le monde à regarder d'ailleurs le petit documentaire « Elle » au pluriel et « lui », il me Oui. semble. Mhm. Et là-dedans, dans ce documentaire, Françoise Michaud parle de vous. Et puis voilà, on parle de votre amitié. Oui. Alors, ce documentaire, en fait, se trouve dans le coffret sur cadre de mes longs métrages en bonus. Mais je crois qu'on peut le trouver À la quelque part. bibliothèque de la Villa Arson. Ah bah voilà, vous mettez le lien, puis les gens comme ça le regarderont. Ou s'ils ont évidemment envie d'acheter le coffret, il n'y a pas de problème, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Merci beaucoup à Joseph vous. Mordin. Merci encore à Calouste qui nous a permis de faire cette interview entre deux trains parce que Joseph Mordin remonte sur Paris dans quelques heures. Mais j'espère revenir sur Nice et les alentours bientôt, parce que c'est une région que j'adore et où j'ai encore envie de tourner, de retourner, de filmer, de projeter, de rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.